top, c'est parti. Très bien. Allez, on y va. Vas-y Victor, installe-toi. Je vais peut-être la chercher. Alors pour contre aujourd'hui, ça sera Adam, hein, service technique. Merci Adam. Donc dès que tu vois, après il est chargé à bloc, donc ça ira largement. Par contre, s'il y a un appel, s'il y a un message, ça va couper forcément. Ça va couper la vidéo, il faudrait que tu m'interpelles et que tu me le dises, parce que là j'ai aucun retour direct. Hein. Moi j'ai uniquement accès directement à la vidéo que j'enregistre. Ok? C'est bon pour tout le monde? Comment? Non, alors ouais. Par contre, oui, si votre débit descendant n'est pas suffisant, faites un test de connexion ici. Alors je vérifie mon micro quand même. Alors. Non, c'est bon. C'est assez compliqué pour le relais monteur comme ça sur une vidéo. Ouais, ça je veux dire. Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce qu'eux ils entendent tout. Hein. Moi ce matin en info, quand j'étais en cours d'info, j'entendais les pages de cahiers tournées, même s'il y a une réduction de bruit, il y a un filtre, ils vont vous entendre. C'est-à-dire que là, bon après, j'espère que le son est rétabli. Moi je veux dire là le. Oui. Alors ça, on va dire... Ah, la rotation. Ah ça, mais comme j'ai fait mes paramètres là. Je sais, donc il faut juste... Attendez, une fois. Attendez. Deux fois. Là, c'est bon? Oui, merci. Ok, super. Enzo, c'est ça? C'est toi, Enzo? Tu parles? Oui. Ouais, c'est bon pour toi au niveau du son et de la vidéo? Tu m'entends surtout? Oui, moi je vous entends bien, un peu sur le reste les autres. Bah ouais, mais je pense que ceux qui ont mauvais débit descendant, faites un test sur NPerf ou zone ADSL de votre... Surtout pour ceux qui seront chez vous la semaine prochaine, le débit descendant et surtout le ping, le temps de latence. Si vous avez 300 millisecondes ou 500 millisecondes en ping, c'est mort. Si vous avez que 2 ou 3 mégas en descendant, désolé, ça va être mort. Donc il y aura toujours des vidéos qui seront enregistrées qui permettront de voir après le cours. Hein. D'accord? Pour moi, ce qui m'importe, moi, c'est le flux montant. Forcément, je partage. Mais pour vous, ce sera le flux descendant. Allez, on attaque quand même la suite du cours. Petit 3, étude de la bobine. D'accord? On a étudié le condensateur ensemble mardi dernier, la résistance. Petit 3, la bobine. Donc, troisième et dernier dipôle linéaire passif que l'on va étudier. Donc, après avoir étudié la résistance et le condensateur, il s'agit de la bobine. Comme pour le condensateur, on va d'abord définir la structure d'une bobine. Donc, petit a. Structure d'une bobine. Qu'est-ce qu'une bobine? Alors, une bobine, il faut savoir, c'est un enroulement de fil conducteur. Siège d'un phénomène physique que l'on verra ensemble en fin d'année, siège d'un phénomène d'auto-induction. Donc ça, on va le noter en définition. Il s'agit de l'enroulement d'un long fil conducteur, Voilà. D'accord? Et souvent, on va même souvent rouler ce fil autour d'un matériau magnétique. Hein, vous verrez ça l'année prochaine, notamment en PSI. dont finalement, d'accord, dont le principe ici. Alors ça, on va appeler ça le principe finalement de fonctionnement d'une bobine. Comment fonctionne une bobine? Ça fonctionne sur le principe de l'auto-induction. Donc le principe de fonctionnement repose, alors j'espère que j'ai écrit assez grand tableau, d'accord, assez distinctement,
Pareil, il faut le dire si le jaune ne passe pas sur le vert. D'accord? Repose sur l'auto-induction. Voilà. Donc c'est finalement un long fil conducteur qui sera siège d'un phénomène d'auto-induction. Alors savoir quand finalement dans vos PC, dans les unités centrales, on va préférer simuler grâce à des composants le fonctionnement d'une bobine. D'accord? C'est-à-dire que nous en TP on aura des longs fils conducteurs qu'on va assimiler à des bobines. D'accord? Mais concrètement, dans les unités centrales, on préférera simuler ces composants à l'aide finalement de circuits intégrés à des amplificateurs opérationnels pour mieux contrôler leur fonctionnement. D'accord? Ça c'est la structure, c'est très simple. Une bobine, c'est un long fil. Donc forcément, long fil parcouru par un courant. D'accord? Pourquoi il est parcouru par un courant? Même chose, hein. Il faut soumettre à une tension. La cause, si on soumet la bobine à une tension, elle sera parcourue par un courant tel que finalement pour une bobine idéale, il y a une relation très simple entre tension et courant. Donc on y va, petit b, ici, modèle de la bobine idéale. Modèle de la bobine idéale. Parfaite. Elle est parfaite, ici. Alors quand on dit à l'idéal ou parfaite, c'est-à-dire qu'on va en fait négliger sa résistance interne. C'est le modèle de la bobine idéale. D'accord? Donc on néglige ici la résistance interne d'une bobine. Oui, tout à fait. Parce qu'on a vu ensemble dans l'étude des résistances d'un conducteur ohmique, tout fil électrique possède une résistance qui est négligeable, oui, de l'ordre de 0,1 ohm. Ouais, d'accord, négligeable devant toutes les autres résistances utilisées en TP. Mais ici, dans le modèle de la bobine idéale, on va négliger la résistance interne. Ici, de la bobine. D'accord? Et dans ce cadre, dans ce modèle idéal, il y a une relation très simple entre tension et courant. Je vous rappelle la tension borne de la bobine, le courant qui traverse la bobine. Et là, on va faire un schéma. Voici le schéma d'une bobine idéale. Donc, c'est un enroulement de fil conducteur. C'est ça. Vous voyez. Alors, ça va vous faire penser à un ressort en mécanique. Ouais, c'est le même schéma. En mécanique, pour nous, ça, c'est un ressort de constante de raideur K, de longueur à vide L0. Pareil, vous dites si je parle trop fort. Hein. Surtout pour ceux qui sont présents. Comme je n'ai pas pris le micro. Là, ce qu'il faut en fait bien comprendre, dès qu'on est en électricité, ça c'est une bobine. Et ça c'est le schéma normalisé d'un long fil conducteur. Et ce fil en fait il est enroulé sur un matériau magnétique. Mais ça là, on fait simplement la représentation d'un fil enroulé, d'accord, sur lui-même. Quelle est la cause du déplacement des électrons? Il faut appliquer une tension, une différence du potentiel. On y va. Pareil, on a deux points. Une bobine idéale, c'est un dipôle qui possède deux pôles. Deux bornes, une borne d'entrée A, une borne de sortie B, telle que si j'applique une tension au bord de la bobine, c'est la cause. Bien comprendre, Alex, c'est la logique. Cause du déplacement des électrons, ici, on a une tension notée UL notée. Alors oui, vous voyez, je mets un U minuscule, donc une tension qui varie au cours du temps. Je mets un L en indice. L, en fait, L, ça sera l'inductance de la bobine. Ouais, une bobine est caractérisée par une inductance L, tout comme le condensateur est caractérisé par une capacité C. Une bobine est caractérisée, vous voyez, par une inductance L. On va noter après, d'accord? Donc si j'applique une tension, ici, alors ici cette tension, ça sera UAB, d'accord? Tension variable. Un courant traverse la bobine dans le sens A vers B. Donc là, j'aurai I indice L. Je vais mettre un titre. Je mets quoi comme titre? Simplement ici. Qu'est-ce que je viens de représenter? Une bobine idéale en convention. Quentin, convention. Très bien, récepteur. Merci Quentin. Donc le titre, je vais le mettre ici à droite. Modèle, ici, pardon. Ouais, si. Ou bobine, pardon. Bobine idéale. Bobine idéale en convention récepteur. Bobine idéale en convention récepteur. Ouais. Donc toujours, ça vous rapportera des points. D'accord? C'est comme en optique. Je ne dis rien.
Je vous rends ça tout à l'heure. Le principe de fonctionnement, d'accord, il faudra toujours mettre le principe de fonctionnement, d'accord. Là en élect, toujours mettre le schéma du montage. Schéma du montage associé à la relation tension-courant. Ouais, alors là par cœur. Par cœur, tout comme vous devez connaître par cœur pour un condensateur IC égale C DUC sur DT. Pour une bobine, vous devez apprendre également par cœur le fait que UL, ouais, donc la relation caractéristique tension-courant, UL égale L DIL sur DT. Voilà. Parfait. Ici, d'accord? Et il apparaît, vous voyez cette fameuse lettre L majuscule, c'est l'inductance propre de la bobine qui est strictement positive. Ou, on note, L strictement positif, c'est l'inductance propre, ici, de la bobine. Voilà. C'est l'inductance propre de la bobine, ici idéale, parfaite. On néglige sa résistance interne, on suppose que ce fil conducteur n'oppose aucune résistance, c'est ça en fait, au passage du courant. Alors pareil au concours, on va exiger de vous finalement des ordres de grandeur pour l'inductance L, d'accord? Alors je vais te rappeler, vous savez peut-être que l'inductance s'exprime en Henry, donc exprimé en Henry de symbole H. Exprimé, alors je mets en majuscule, Henry, symbole H en majuscule, tel que cette inductance, ça pareil c'est une attente du concours, d'accord? Au niveau des valeurs, on va de 1 millihenry à 10 henry. Entre 1 milli et 10 henry. Voilà. Ça c'est important pour l'école la semaine prochaine, d'accord? Ça sera uniquement du cours sur ça, je ne précise rien. Ici, le premier de colle de la semaine prochaine, il n'y aura que du cours d'élec, d'accord? Et des exos d'optique géométrique. D'accord, on verra ça après. Donc ça, c'est l'ordre de grandeur des inductances. Ici, propre entre 1 millihenry et 10 henry. Bon. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le cas où la bobine idéale étudiée en convention, ici, vous voyez, récepteur, flèche de tension et courant de sens opposé. D'accord. Solène. Solène, pourrais-tu finalement me modifier cette relation et me donner la relation caractéristique tension-courant d'une bobine en convention générateur. En convention générateur, qu'est-ce que je fais? On met un moins. On réfléchit même plus maintenant, plus ou moins, d'accord? Donc on note en convention générateur, on mettra un moins dans la relation. Voilà. On ne fait pas le schéma, vous le savez ici que flèches de tension courant seront de sens opposé. Donc on aura UL égale, je vais mettre le moins en évidence. Je mets le moins en évidence ici, moins L, DIL sur DT. Voilà. Autrement dit, à l'oral, ce que je veux dire, c'est que la tension au bord d'une bobine, elle est proportionnelle à la dérivée temporelle du courant qui la traverse. Ça, il faudra le dire à l'oral. La tension au bord d'une bobine, elle est proportionnelle à la dérivée temporelle du courant qui la traverse. Bon. Ensuite, ce qui m'intéresse, comme pour le condensateur, c'est d'étudier le régime permanent, le régime continu, pour lequel les grandeurs électriques sont constantes au cours du temps. Et sont notées avec des lettres majuscules. Même remarque que pour le condensateur. Donc, cas particulier, mais très important. Cas particulier, mais très important. Du régime continu ou permanent. Régime continu, également appelé régime permanent. Bon. Qu'est-ce que l'on va faire? Et bien là, si on est en régime continu ou en régime permanent, les grandeurs électriques sont constantes et sont notées avec des lettres majuscules. Donc ici, ce qu'on va faire, regardez, soyez malins, le courant sera constant. C'est-à-dire que si le courant, ouais, je vais peut-être le faire là-bas à gauche, là en bas, je vais le faire là-haut, en gauche, ici, en haut à gauche. Donc si le courant qui traverse la bobine est constant, donc on y va ici, je le reprends ici en haut à gauche, d'accord? Si le courant IL de T devient constant
Et il est noté avec une lettre majuscule. Donc vous voyez les différentes notations. On passe en régime continu, en régime permanent. Le courant électrique, il est constant au cours du temps. Ça va? Donc si j'ai ça, alors, on regarde la relation. Si on regarde la relation, si I est constant, dérivé de constante par rapport au temps, ça fera 0. Donc la tension borne de la bobine sera nulle à tout instant. Donc UL de T de 5T égale à 0. Ok. Bilan. Bilan. Thomas, une question. On garde quand même un U minuscule. Alors, je crois que je le remarque mardi matin, je crois. Un U minuscule? Oui, parce que là, je vais prendre cette relation-là, c'est-à-dire que là, ce que tu peux faire, comme c'est 0, 0 c'est une constante particulière, tu peux faire ça. Hein. Parce que j'ai fait le même. J'ai eu la même question mardi matin. Pour le courant I, vous notez que petit I égale 0. Oui. Mais en fait, si on voit que c'est 0, forcément 0 est une constante. On peut rappeler derrière que oui, le petit U sur son grand U, on est en régime permanent. Donc moi, j'ai pris cette relation-là. Parce que regarde, j'ai posé si petit I égale constante, alors petit U égale à 0. Notez grand UL. Voilà. Bilan. Qu'est-ce qu'il faut retenir? En régime permanent, une bobine sera équivalent à un dipôle bien particulier. Et j'insiste bien sur l'équivalence. Cette équivalence, vous voyez, n'est valable qu'en régime permanent, uniquement en régime continu. Ouais. Alors je vous rappelle, on flèche nos tensions, nos courants, de telle sorte à ce que par défaut, la bobine soit étudiante comme son récepteur. Donc là, on aura UL de T. Là, on aura I L de T. Et en régime permanent, ici, qu'est-ce que l'on voit? Clément, tiens, pourrais-tu nous donner l'équivalence d'une bobine en régime permanent? Alors, quel est le dipôle qui, à chaque instant, tu es sûr d'avoir une tension nulle à ses bornes? Ça sera un? Très bien, un fil, tout à fait. Ouais. Je rappelle, la tension de borne d'un fil est toujours nulle. Un fil est un interrupteur qui est fermé, effectivement. Donc, ce qu'on va faire, voilà, tac, on ferme l'interrupteur. Et là, on est sûr d'avoir une tension UL. Alors là, je vais noter grand U. Je vais noter grand UL, dans le même sens. Grand UL égale à 0. Par contre, le courant, lui, a priori, est non nul. On a un courant non nul, mais avec le fait d'avoir une tension nulle. Hein. La tension borne d'un fil, ça par cœur. La tension borne d'un fil est toujours nulle. Par contre, le courant, non. Le courant n'a aucune raison d'être nul ici. Hein. L'interrupteur est simplement fermé. D'accord? Bon. Vous voyez, hein? Très bien. Après, on enchaîne sur l'aspect ABC, l'aspect énergétique. Voilà. Donc, on y va. Petit c. Aspect énergétique d'une bobine. Donc, aspect énergétique. Voilà. Alors, vous voyez, c'est le même plan de cours que mardi dernier. Hein. Structure, modèle de la bobine idéale, aspect énergétique. Bon, et après, on va prendre en compte l'aspect réel d'une bobine. Et on aura terminé l'étude de la bobine. Aspect énergétique, donc la même chose. On vous demandera, ici en colle, d'estimer la puissance électrique algébriquement reçue par la bobine en commençant récepteur. Et tout comme le condensateur, il faut savoir que la bobine est capable de stocker et de restituer de l'énergie, non pas sous forme électrique cette fois-ci, mais sous forme magnétique. D'accord? Donc ça, on va le noter, hein, d'accord, ensuite. Mais ce qu'on va déjà calculer, c'est en convention récepteur. En convention récepteur. Voilà. Je souligne. La puissance électrique algébriquement reçue. La puissance électrique algébriquement reçue par la bobine. Algébriquement reçue par la bobine. Alors, que vaut-elle? Alors, c'est une puissance qui est algébriquement reçue. Alors, je vais adopter les mêmes notations que pour la résistance, pour le condensateur. Je vais noter ici P de R de T. D'accord? P de R de T, R pour reçu. Donc, c'est R de T. Avec un R, je pense, une signe majuscule. P de R de T, donc c'est la puissance électrique algébriquement reçue par la bobine. Et comme toute puissance électrique, il faut l'avoir comme le produit de la tension pour le courant.
Donc là, pour la bobine, on fait le produit tension au bord de la bobine, UL fois courant traversant la bobine. Donc UL fois IL de T. Et là, ne cherchez pas, vous connaissez par cœur la relation UL égale L dIL sur dt. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer ce terme en UL par quoi? Par L dIL sur dt fois le terme en IL. Voilà. C'est-à-dire la puissance algébriquement reçue par la bobine, bah, même chose, on va la mettre sous la forme d'une dérivée temporelle. Dérivée temporelle d'une grandeur énergétique, s'exprime en joules, et qui sera en fait l'énergie électrique stockée ici, et ensuite restituée par la bobine d'inductance L. Donc là, pareil, parenthèse, quelle fonction, quelle grandeur doit-on mettre dans la parenthèse pour que, lorsque je la dérive par rapport au temps, je retrouve ceci, L dIL sur dt fois IL. Pareil, ça va se baser sur la dérivée de fonction composée. Quand on dérive u puissance n, n, u', un moins 1. D'accord? Donc la même chose, qu'est-ce que je vais mettre dans ma parenthèse? Allez, je pose la question à Sylvain. Sylvain, qu'est-ce que je mets dans ma parenthèse? Qui, lorsque je dérive par rapport au temps, je retrouve ceci, L, IL fois dIL sur dt. Allez, aide un ami, Joker, un ami, aide à Clément. Clément, tu me dis quoi? 1/2 fois L fois IL au carré. Ouais, c'est bon, 1/2. Donc on va mettre 1/2 L IL carré. Ouais, bien. Pourquoi? Alors ça, moi, c'est prochain code, je vais vous embêter. Très bien, vous avez pris votre cours, c'est parfait, comme d'habitude en fixe, très bien. Maintenant, vous saurez me retrouver par écrit. Donc là, moi, je vais vous embêter, donnez-moi une ligne intermédiaire de calcul. Lorsque vous me dérivez ça par rapport au temps, on retrouve ça. Je vous rappelle, la dérivée de u puissance n, vous devez utiliser ceci. Quand vous dérivez u puissance n, on a n, u', un-1. Le n pour moi vaut 2. Je dérive tout ça par rapport au temps. 1/2 de L est constant, je sors 1/2 de L. 1/2 de L fois 2 fois dIL sur dt fois IL puissance 2 moins 1. Je résume. 1/2 de L dIL sur dt fois IL de t. Voilà, terminé. Donc là, on le fait ici à l'oral, on va le poser à l'écrit. D'accord? Et là, il apparaît une grandeur énergétique. Voilà. PR de t égale la dérivée ici. Je vais mettre Bob comme bobine. D'accord? L'énergie stockée dans la bobine. Voilà. Ou Bob avec un B majuscule égale 1/2 de L IL carré. Donc tout comme le condensateur, je fais apparaître finalement la dérivée d'une énergie par rapport au temps. Cette énergie, c'est l'énergie qui est stockée. D'accord? C'est l'énergie stockée dans la bobine. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie électrique. Donc ça, c'est une énergie exprimée en joules. D'accord? Énergie électrique stockée ou emmagasinée, c'est la même chose. Donc stocké puis restitué, hein, évidemment, tout comme le condensateur. Puis restitué. D'accord? Donc c'est l'énergie électrique, hein, électrique stockée ici. Stockée, donc stocké dans la bobine et restitué par la bobine. D'accord? Là. Voilà. Dans la bobine d'inductance. L'inductance propre, L. L, je vous rappelle, c'est l'inductance propre de la bobine, hein, exprimée en Henry. D'accord? Donc on retrouve un comportement analogue au condensateur. Donc là, l'analogie au condensateur est très forte. D'accord? Comme un condensateur, une bobine est capable de stocker puis de restituer de l'énergie. Donc, comportement analogue à un condensateur.
comportement analogue à un condensateur. Bien. Et dernière fois énergétique sur laquelle je vais insister, et je suis passé beaucoup trop rapidement mardi dernier, par manque de temps. Là, on a le temps de revenir dessus. C'est très important. Très important. Ça, on encadre, pardon. Ça, on encadre. D'accord. Il faut la connaître. D'accord. 1,5 de Li carré. D'accord. Tout comme dans un condensateur, je vous rappelle l'énergie stockée dans un condensateur, c'est 1,5 de C, UC carré. Oui, la logique est très forte. Pour un condensateur, l'énergie stockée, emmagasinée par un condensateur idéal de capacité C vaut 1,5 de C UC carré. Pour une bobine d'inductance propre L, on aura 1,5 de L IL carré. Et un point très important, je t'ai passé trop rapidement mardi dernier, l'énergie en physique classique, en électrostatique, l'énergie est une fonction continue du temps. C'est-à-dire que mathématiquement, l'énergie ne subit pas de discontinuité. Donc si l'énergie est une fonction continue du temps, forcément, tout courant traversant une bobine est une fonction continue du temps. Donc ce qu'il faut retenir, ça on aura besoin pour le prochain chapitre qu'on va entamer lundi prochain, d'accord? Vous serez à distance. On aura besoin de se rappeler deux choses fondamentales qu'on va tracer nos graphes à la main. On va tracer des réponses indicielles. Tout courant traversant une bobine est une fonction continue du temps. C'est-à-dire que quand je trace à main levée au crayon l'évolution du courant traversant une bobine, il n'y a jamais de discontinuité. Je peux tracer, moi j'ai appris ça au lycée, en seconde, au lycée, la continue d'une fonction, je peux tracer le graphe sans lever la pointe de mon crayon. Enfin, c'est ça au sens mathématique du terme, sans introduire la notion de dérivée en un point. D'accord? Donc là, ce qu'il faut retenir, très important, ce qu'il faut retenir, c'est lié à l'aspect énergétique, hein, d'accord? Tout courant traversant une bobine, tout courant traversant une bobine est une fonction continue du temps. Est une fonction continue du temps. Tout comme pour un condensateur, comme l'énergie stockée pour un condensateur vaut 1,5 de C UC carré, la tension aux bornes du condensateur sera également ici une fonction continue du temps. Question de Thomas. Je n'ai pas compris comment on arrivait à la dérivée à 1,5 Li carré. Oh, de tableau, alors bon, désolé. J'ai compris, mais. Ça c'est bon? Ça. Ouais, ça ok, mais je vois pas comment on passe de ça. C'est en rouge, c'est en parenthèse. Donc Thomas ne comprend pas le passage de là à là, c'est ça? Bah fais machine arrière. Dérive ça par rapport au temps. Si tu dérives ça par rapport au temps, les dépenses temporelles est dans le IL carré. IL carré, tu dérives du U puissance L. D'accord? La dérive temporelle, elle est ici. Donc quand tu dérives ça par rapport, et d'ailleurs c'est très bien ce que je vais vous poser comme question la semaine prochaine en colle, ça vous allez apprendre par cœur. Mais je vous demanderai à l'écrit, au tableau, de dire oui, machine arrière, montrez-moi que lorsque vous dérivez ça par rapport au temps, vous retrouvez bien ça. Et je le refais une fois à l'oral. La dérivée, ça sera 1,5 de L 2 DIL sur DT. IL exposant 2 moins 1. Je résume. 1,5 de L DIL sur DT fois IL. Et c'est ça, les 1,5 fois 2 simplifiés en fait. Voilà. Ok? Voilà. Mais c'est important de faire cette remarque, un passage ici de cette forme-là à cette forme-là, qui vous sera abordant. D'accord, donc ça c'est important pour la bobine, tout comme pour le condensateur, la tension au bord du condensateur est une fonction qui est continue du temps. Ok? Pour la bobine, on termine par l'aspect réel. Qu'est-ce qui se passe pour une bobine réelle? Vous en doutez bien. Si pour une bobine idéale, on néglige sa résistance interne, pour une bobine réelle, on doit prendre en compte sa résistance interne. On y va, donc c'est le petit d. Petit d. Cas d'une bobine réelle. Donc petit d, A, B, C, D. Cas d'une bobine réelle. Donc là, forcément, c'est un écart important à l'idéalité. Donc là, forcément, on prend en compte la résistance interne. Donc il faut prendre en compte la résistance interne de la bobine. Donc il faut prendre en compte ici la résistance interne de la bobine. Alors cette résistance interne, souvent est notée avec un petit r.
un R minuscule pour résistance interne. D'accord? Donc résistance interne petit r, ici. D'accord? Donc de la bobine, qui devient donc réelle. 2 points. Et là, je fais simplement un schéma. Vous voyez, je marque de moins en moins de phrases dans l'élec. De moins en moins de phrases. Là, j'en ai fait une. Je vais faire un schéma. Et grâce au schéma, vous aurez directement la loi constitutive d'une bobine réelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une bobine réelle, c'est une bobine idéale. Ok. Un enroulement, un long enroulement de fil conducteur. Siège d'un phénomène d'auto-induction. Tel que, si pour cette bobine d'inductance propre, L positive, telle que L s'exprime en angle, lorsque je soumets cette bobine à une tension UL, à un courant IL la traverse. Ça va? Ça, c'est la bobine idéale. Ça, c'est idéal. D'accord? Maintenant, lisez bien l'énoncé du sujet, de TD, de DS ou de Col. Si on vous parle de bobine réelle, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Une résistance interne petit r. Oui, c'est la logique. D'accord? Ce sont des briques élémentaires qu'on va ajouter. Qu'est-ce que je fais? Alors, jamais en série. Hein. Ouais. Autant que le condensateur réel, je mets une résistance de fuite en parallèle, autant que pour une bobine ici réelle, je la mets en série. Donc, je mets un petit r en série. Voilà. Une petite résistance en série. Voilà. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce que je peux dire? Bah, finalement, ici, je sais que UL, c'est FDL sur DT. Ouais. Ça, c'est au bord d'une bobine idéale. D'accord? La tension bord de la bobine est proportionnelle à la dérivée temporelle du courant qui la traverse. Très bien. Mais, forcément, la tension bord de la bobine réelle, elle est où? Elle est où cette tension bord de la bobine réelle? Elle est ici. Elle est ici. Ça, c'est tout ça. Sauf que j'ai introduit une résistance en série, donc au bord d'une résistance, j'ai une tension. Mais attention, comment va-t-on flécher cette tension? Le courant réel, il ne change pas de sens. Il est, ici, orienté de gauche à droite. Gauche à droite, ici, comme ceci. Donc forcément, la tension, je vais l'orienter de droite à gauche pour ce terme. Très bien. Donc ici, regardez. Voilà. C'est logique. Logique. Je flèche d'abord mon courant. Le courant ne change pas de sens. Je flèche d'abord IL. Ça, c'est IL. C'est le même. Je vais ensuite flécher la tension de bande de R. Et la tension de bande de R, on va mettre un U petit r. U petit r de t. Oh, facile ça. U petit r de t, c'est quoi ça? Théo? U petit r. RI. Très bien. RI. Alors ça sera un petit r fois IL. Donc RIL. Voilà. Alors ça, j'espère que ceux qui sont en distance le voient. Là, j'ai mis un petit r. U indice petit r de t. C'est petit r fois IL de t. Ouais. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est la tension totale. Que vaut cette tension totale? Alors cette tension totale, on va mettre des points pour être rigoureux. Je vais mettre un point A, ici, en amont, et un point B en aval. Comme ça, cette flèche de tension totale. Quand j'ai tension totale, puisqu'elle est au bord de l'impuissance de la bobine et de la résistance. Cette tension totale, je le fais UAB. Donc pour ceux qui sont en distance, je mets une grande flèche qui pointe vers A, et c'est la tension UAB. UAB. Ça, je réécris là-haut. Avec, voilà, UAB de T. UAB de T. UAB de T. Qu'est-ce que ça peut être? Flavie, tiens. UAB de T. UAB. Quand tu regardes tes flèches de tension, la grande tension, d'après toi, c'est la somme des deux. C'est la loi d'additivité des tensions. Donc la tension au bord d'une bobine réelle, ça sera UAB. Donc on va noter UAB de T. Tension au bord de la bobine réelle, c'est N des IL sur DT plus R IL. Voilà. Oh, c'est pas mal ça. Et ça, on justifie par une loi d'additivité des tensions. Loi d'additivité des tensions. D'accord? Rappelez-vous cette pseudo-relation de Charles ici. D'accord? Voilà. Alors, ordre de grandeur, comme justifié la valeur de petit r, qui caractérise finalement une bobine réelle, possède une résistance qui est interne. On est de l'ordre de 8 ohms.
D'accord, vous retenez 8 à 10 ohms pour une inductance propre. Ici, j'avais pris de l'ordre de 0,1 ohms. D'accord. Donc pareil, on peut vous demander, bah oui, une bobine est réelle, très bien, résistance interne. Mais quelle est sa valeur? Quelle est la valeur de la résistance interne? 10 ohms. Hein. 10 ohms, parce que ça dépend de la valeur de l'inductance propre. Donc 10 ohms, c'est un bon ordre de grandeur. D'accord. Alors là, on est complet sur les 3 dipoles linéaires passifs. Comme ça, lundi, on attaque directement les équations différentielles. Ouais. Donc je n'aurai pas à revenir sur l'étude de bobine condensateur. Donc pour ceux qui vont revenir parmi nous, ouais, bien, on va attaquer au tableau les équations différentielles. Pour vous, malheureusement, vous serez à distance. Et on va attaquer ce qu'on appelle les circuits d'ordre 1 avec bobine condensateur qu'on met en série. Et il va apparaître des équations différentielles. On voit déjà les équations différentielles apparaître. Hein. Les dérivées temporelles, donc il suffira juste de poser le noix d'émail, les équations différentielles du Puroméron vont apparaître. D'accord, je vous donne un peu le programme des festivités pour la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Victor a une question. Madame, parce que du coup, le schéma qu'on fait, la résistance, elle est à côté de la bobine, du coup, elle n'est pas intégrée à la bobine. Du coup, genre, c'est un schéma approché ou c'est vraiment ce qui se passe? Ah non, c'est un schéma normalisé. C'est-à-dire que ça, c'est la résistance intrinsèque des fils conducteurs. Ça, c'est dedans. Mais pour nous, en élec, il faut flécher les tensions des courants, donc forcément, la résistance interne, elle est à côté. Je ne peux pas faire un an. En fait, il n'y a qu'un symbole pour nous, c'est ça. Si elle est idéale, si elle est réelle, je mets une résistance en série. Tout comme le condensateur, s'il est parfait, c'est 2 armes d'Arthur planes séparées par 10 volants. S'il est réel, on met une résistance de fuite en parallèle. Tu vois? En fait, les règles, c'est relativement simple, très simple. La logique, c'est des schémas, c'est des flèches qu'on oriente, et après, c'est des lois. Une maille, loi des mailles. Une nœud, loi des nœuds. Voilà. Ça, c'est l'élec. 2 mailles, 2 lois des mailles. 3 nœuds, 3 lois des nœuds. Voilà. Et après, on pose une équation. Après, il faut aboutir à une équation différentielle. D'accord? Je vais juste commencer. Il reste 5 petites minutes sur la modélisation des dipôles actifs, générateurs. On a besoin. Donc, c'est le grand 5. Je n'ai pas oublié, à moins 5, je n'ai pas oublié l'heure. Même si il y a 2 fois moins de monde à la cantine, je n'ai pas oublié. D'accord, vous libérez à moins 5. Tout moi, par exemple, je range tout, ça va me prendre un temps phénoménal. Donc, grand 5, modélisation. On va juste faire le petit 1. On fera le petit 2 tout à l'heure en début de TD. Modélisation des dipôles linéaires actifs. Modélisation des dipôles linéaires. Et là, ils sont actifs. Les dipôles actifs s'opposent aux dipôles passifs. Ouais, forcément. Hop. Donc ces dipôles actifs, ce sont eux qui vont générer le déplacement d'électrons. Donc ces dipôles, ceux qui génèrent. Alors regardez, générateur. Oui, c'est le double, il génère un générateur. Il génère quoi? Le déplacement d'électrons. D'accord? Génère le déplacement d'électrons. Alors ce qui est juste un peu compliqué pour vous au début, c'est qu'on a 2 dipôles actifs, on a 2 sources, on a 2 générateurs. On a des générateurs de tension et de courant. Ouais, ce qui vous pose problème pour vous, c'est un générateur de courant. Bon, un générateur de tension, ça ira, je pense, pour vous. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Ouais. On va juste traiter le cas idéal. Donc, petit 1, source. Donc, source ou générateur. Source ou générateur. Donc, je dis une source idéale de tension. Il y a un I là, pardon. J'ai mis un I qui est tombé dans le creux du tableau. De tension et de courant. Source, ici, idéale, de tension et de courant. Alors, moi je vais me placer ici à gauche, sur les 2 tableaux de gauche. Vous allez partager votre feuille en 2. Ceux qui sont en distance, le titre il est là. Ce que vous faites, c'est partager votre feuille en 2 ensuite, comme ça. Vous partagez en 2. Pourquoi? À gauche, je vais mettre une source idéale de tension. À droite, une source idéale de courant. Vous partagez en 2 ici. Donc, source idéale de tension à gauche. Bien. À droite, source idéale de courant. Source idéale de courant. Voilà.
Ça pareil, sujet de colle possible pour les en cours la semaine prochaine. Hein. Donc du cours possible. Donc ça, alors ça je parle pour ceux, évidemment, qui sont chez eux, qui sont en distance, la semaine prochaine, cours sur ça. D'accord? On y va. On fait un schéma de la situation. Tac. Là. Tac. J'ai un terre de tension, je vous rappelle, j'ai un terre de tension, un cercle dans lequel on met un trait vertical. D'accord? On note E, ce qu'on appelle la FEM. Vous avez vu ça en chimie, hein? La force électromotrice. I, le courant qui débite. D'accord? Remarquez bien la subtilité, j'espère que vous l'avez vu. Bon, ça fait qu'une semaine qu'on a commencé l'EC, hein. C'est un peu tôt. Hein. Tiens, Flavie nous propose, ça nous fait remarquer que ouais, les flèches de tension E et de courant I sont dans le même sens. Commençons générateur pour un générateur de tension. D'accord? Ça, c'est la tension bord. Je fais U, la tension bord du générateur. Note U, la tension. D'accord? Je fais un schéma, je fais un graphe à côté. Je fais U, ici, en fonction de I. En fait, je trace expérimentalement, on va le faire en TP, la caractéristique tension-courant d'un générateur de tension. Ça, c'est la force électromotrice. Ça, c'est la tension de bord du générateur. Qu'est-ce qu'on remarque? On va remarquer que U égale à E, quel que soit I. C'est-à-dire que la tension de bord du générateur est constante, elle vaut E, ça FEM, quel que soit le courant. Et ça définit une source idéale de tension. Donc une source idéale de tension, on va le noter, une source idéale de tension délivre une tension U égale à E constante. U égale à E constante. E, vous l'avez vu en chimie, c'est la force électromotrice. C'est la FEM, exprimée en volts. Attention, ça porte très mal son nom. Ce n'est pas une force, hein. C'est une tension. En volts. J'écris un peu petit ici, attention. Donc U égale à E d'une constante. E, c'est la force électromotrice. D'accord? Et cette tension est constante, quel que soit le courant I. Donc tension constante, quel que soit le courant I. Ça vous définit, vous voyez, en 2 minutes, sur une question de courant colle, source idéale de tension, c'est ça. U égale à E, vous voyez, U égale à E constante, quelle que soit l'heure de I. Bien, dernier schéma, en parallèle, tout aussi rapide, tout aussi clair, efficace, source idéale de courant. Ça, vous n'aimez pas, parce que vous n'avez jamais rencontré au collège ni au lycée. Mais regardez la différence. Donc pareil, partie droite de votre cahier. Alors, je le décale un petit peu quand même. Pardon, je vais d'abord faire le cercle. Ça, là, attention. Source idéale de courant, on a un cercle à l'intérieur duquel on met un trait horizontal. Et cette source idéale de courant, elle va délivrer un courant ici. D'accord? Un courant électromoteur. État. Pareil, je prends la tension U aux bornes de l'ensemble. Donc, je fais quoi? Ça, c'est une flèche de courant. Quand on a 100 d'élec, ça c'est pas une flèche de tension. Ça c'est une flèche de courant parce que j'ai une source de courant. Une source de courant qui délivre un courant électromoteur. État. État et le courant électromoteur en ampères. État. Alors, état. État, le courant électromoteur. I, I, le courant qui traverse le circuit. U, la tension borne de la source de courant. Pareil. Je trace, on reprend ça tout à l'heure, hein, rassurez-vous après manger. U en fonction de I. Et on a ça. Ça permettra de définir une source idéale de courant. On va laisser un petit peu ce que vos camarades ici présents vont savoir faire. Donc, je les comprends après 4 heures de cours. Donc, on a I égale état, quel que soit ici, pareil, la tension U. Donc, on définit une source idéale de courant. Là, c'est tension. Là, ça sera courant. Une source idéale de courant délivre, pareil, un courant constant I égale état. I égale état. Je note que état
état et le courant électromoteur en ampères, c'est le courant électromoteur en ampères, et cette valeur de I égale état égale constante, I égale état égale constante, quelle que soit la tension U. Quelle que soit la tension U au bord de la source de courant. On prend ça en TD ensemble, d'accord, en demi-groupe. Donc pour ceux qui sont en distance, rappelez-vous, je file de 15h à 16h. En demi-groupe? En demi-groupe, ouais. En demi-groupe, ouais. Ah oui, c'est mieux. Oh si, pour TD, c'est mieux. Ouais, en demi-groupe cet après-midi, ouais. Donc je prends ici à distance sur Discord, d'accord, de 15 à 16, de 13 à 15, avec monsieur Aubert en ici, cours TD. Mais vous faites en demi-groupe, hein, n'oubliez pas les autres. D'accord? Voilà pour moi aujourd'hui. Bon appétit, à tout à l'heure.